À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram, Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. Aujourd'hui, en studio, nous avons une professionnelle de la santé qui répondra aux questions que vous pouvez vous poser en lien, entre autres, avec la démarche de votre enfant. La semaine dernière, nous avons eu un épisode sur le développement moteur de l'enfant avec la physiothérapeute Karianne Fournier et je vous invite à aller écouter cet épisode avant de vous plonger dans celle-ci, car nous recevons Dr Nathalie Barbeau, podiatre et copropriétaire de la clinique pédiatrique de Trois-Rivières, qui vient nous parler de son expertise dans le domaine. Bonjour Nathalie et bienvenue sur le podcast. Bonjour Camille. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi aussi? Oui, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est hyper important d'aborder dans la croissance des enfants. Donc, merci d'être là. Et avant qu'on se lance, je tiens juste à faire une mise en garde de ne pas porter de diagnostic sur les enfants que vous côtoyez et d'aller vous référer aux professionnels, dans le cas présent, à des podiatres, afin d'obtenir une évaluation clinique. C'est très important. Donc, Nathalie, je t'ai un petit peu présentée, mais j'aimerais quand même là, que tu prennes le temps de te présenter un peu plus longuement. Ben oui, moi, je suis une podiatre de 16 ans d'expérience. Dans le fond, en réalité, j'en ai 57. J'ai commencé ma podiatrie à 37 ans après que mon fils ait eu des pieds qui tournaient vers l'intérieur et qui s'enfargeaient tout le temps. Et là, j'étais inquiète. Puis, en tout cas, en médecine régulière, ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, puis où me référer. Fait que je me suis retrouvée à aller dans une clinique pédiatrique et j'ai capoté. J'ai trippé ma vie, j'ai aimé ça sans bon sens. Et à partir de là, bien, la cohorte a débuté à l'UQTR en 2004 et je me suis inscrite et j'ai été admise. Donc, je fais partie de la première cohorte des pédiatres de l'UQTR et je pratique depuis ce temps-là à la clinique pédiatrique de Trois-Rivières. Bien, félicitations pour ça. Puis, un podiatre, dans le fond, là, c'est un professionnel qui est régi par le Code des professions du Québec, la loi sur la podiatrie et le Code de déontologie là, des podiatres. Vous pouvez traiter là, les affections et les maladies du pied par divers moyens. Mais avant de se pencher là, sur les moyens, j'aimerais là, que tu nous exposes un peu ce que vous pouvez détecter là, chez l'enfant plus spécifiquement. Bien, dans le fond, ça va beaucoup avec l'âge de l'enfant. Tu sais, je te dirais le 0-18 mois. Ce qui est important, c'est que l'enfant passe par les différentes étapes de la marche. Oui. Donc, on parle ici du quatre-pattes, ramper, quatre-pattes, comment ça se met debout, marcher, etc. Et à partir de là, un enfant, habituellement, devrait avoir marché pour 18 mois. Donc, à partir du moment où il ne marche pas à 18 mois, c'est important de consulter. Pourquoi? Bien, il peut avoir des pieds trop plats, il peut être trop élastique, qu'on appelle l'hyperlaxité ligamentaire. Il peut avoir des problèmes moteurs, neurologiques, il peut avoir autre chose qu'on va être capable quand même d'identifier et de soit soigner ou de référer en fonction du besoin de l'enfant. Et l'autre chose qui est important aussi, c'est que les enfants, à ces âges-là, développent beaucoup ce qu'on appelle dans notre jargon la proprioception. Dans le fond, c'est le développement neurologique de l'enfant face à comment garder l'équilibre, comment sentir le sol sous les pieds, etc. Et on les laisse le plus souvent possible pieds nus. C'est important. Ou si on n'a pas le choix de chausser l'enfant, on va aller avec une petite chaussure très, très souple là, pour que l'enfant, quand même, puisse agripper puis sentir le sol sous les pieds. Oui, ça, justement, c'est une question qui est souvent posée. Les parents arrivent dans les milieux de garde, puis c'est correct, là, ces chaussures-là là, pour mon enfant? Puis souvent, les intervenants n'ont pas nécessairement la réponse exacte. Puis c'est sûr que souvent, les parents, dont moi, on se retourne souvent sur des chaussures qu'on va trouver plus belles au goût ou que notre ami nous a recommandées, mais c'est pas un critère, malheureusement, de choix pour la qualité de la chaussure choisie. Donc, bien, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Puis, dans le fond aussi, vous pouvez là, poser des diagnostics à la suite des évaluations cliniques, comme les pieds plats, comme tu as parlé un peu. Est-ce que tu as d'autres exemples? Quels autres diagnostics vous pouvez poser chez un enfant en bas âge? Bien, dans le fond, la première chose, un enfant en bas âge, c'est pas normal qu'il ait mal aux jambes et aux pieds. On part de ce principe-là. À partir du moment où un enfant se plaint de douleur, où il n'est pas endurant à la marche, prends-moi, mets-moi dans la poussette, je veux pas marcher, je veux pas faire une activité que vous savez en théorie qu'il va aimer, comme aller au zoo ou faire une activité comme ça. Là, il y a un déclic dans la tête qu'il faut qu'il se fasse. Il y a quelque chose qui marche pas,
qui a trop d'énergie, comme un pied plat, par exemple, c'est un pied qui va prendre souvent 25 plus de force qu'un autre pour pouvoir avancer et se propulser. Fait que ça fait souvent des enfants qu'on va dire ils sont paresseux, ils ne veulent pas faire d'activité, ils ne veulent pas courir, ils ne veulent pas marcher, quand en réalité, c'est juste qu'il n'y a peut-être pas la force nécessaire pour faire tout ce qu'il aimerait faire dans sa journée. Et c'est à ce moment-là qu'on va vouloir les voir. Donc, on parle ici des pieds plats, évidemment. Et les enfants qui sont comme des élastiques, là, qui sont très, très flexibles. Donc, souvent, ça va faire des pieds très plats, quasiment à l'inverse, là, qui touchent quasiment l'intérieur du pied, touche au sol. Les genoux vont se toucher. À l'inverse, on peut avoir des jambes très courbées, très arquées. Une des belles petites façons simples de voir si, c'est très aléatoire, mais des fois, si on a un doute, si on met une feuille de papier ou un petit carnet à côté de la cheville de l'enfant, puis on voit que la boule, la cheville, ne touche pas au talon, là, bien, d'un bord ou de l'autre, ça devient un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais? Fait que ça, c'est peut-être un petit test vraiment simple à faire. C'est sûr que là, il y a les hanches là-dedans qui vont rentrer. Un enfant pourrait avoir une jambe courte, par exemple. Un enfant pourrait se retrouver à avoir des gros pieds creux. Qui ne fonctionne pas, qui a de la misère à courir, quand il y a un pied qui est ouvert, l'autre qui est droit, des choses comme ça, c'est des petits alarmes qui font qu'on se dit, bien, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas normal à ce moment-là. Bien, absolument. Puis, justement, c'est des choses à observer, qu'on peut observer autant à la maison que dans les activités, justement, en milieu de garde. C'est des choses lors de la marche, lors des activités à la salle psychomotrice, lors de l'escalade dans la cour, peu importe, c'est des choses qui sont visibles. C'est pas un secret bien gardé. Là. C'est quelque chose qu'on doit juste se pencher pour l'observer. Là. Tout à fait. Puis, tu vois un enfant qui a deux pieds qui tournent vers en dedans, puis qui s'enfarge, bien, c'est peut-être pas une maladie en tant que telle, mais des fois, il y a des exercices qu'on peut faire d'étirement pour aider le pied à se repositionner. Ou encore, on peut aller des fois avec ça peut aller jusqu'à l'orthèse, modification de chaussures, quoi que ce soit, pour aider les pieds à devenir plus droits. Au même titre, avec les pieds qui sont très, très plats, l'enfant a de la difficulté à marcher, bien, des fois, on peut aller avec l'orthèse, mais des fois, on peut avoir une modification de chaussures aussi qui peut être faite pour venir aider l'enfant. Fait que c'est toujours du cas par cas. Il faut évaluer, mais à partir du moment où quelqu'un se plaint ou on note quelque chose à l'œil qui est anormal, bien, c'est toujours bon là, de consulter et avoir un avis. Des fois, je dis, bien, si on fait observer les yeux de nos enfants avant qu'ils rentrent à l'école, bien, à 3 ans, là, pour les pieds, c'est pas mal une bonne idée aussi. C'est bon, ça. Puis justement, c'est quoi, mettons, les étapes marquantes ou est-ce que, est-ce que avant de marcher, est-ce que c'est bon aussi d'aller voir un podiatre? Tu sais, entre 0 et 5 ans, est-ce que la première visite doit se faire plus justement vers 3 ans ou est-ce que la marche est acquise ou on peut aussi venir voir le podiatre là, avant de se rendre jusqu'à cette étape-là? Bien, moi, je te dirais, habituellement, tu sais, la biomécanique, si on parle juste de ça, là, qui est comment l'enfant marche, puis si les pieds sont corrects et tout ça, s'il n'y a rien d'anormal, je te dirais 3 ans, c'est une belle âge pour nous consulter. Okay. Avant ça, ils sont plus pieds nus, ils vont marcher, ils vont sauter, ils vont développer leur système nerveux et tout ça. Oui. Donc, je vais les voir, ces enfants-là, souvent avant 3 ans, s'ils ont des ongles incarnés, des verrues ou des enfants de même. Mais pour la biomécanique, souvent, je vais favoriser le 3 ans. Mais l'enfant qui ne marche pas, un enfant qui est trisomique, par exemple, qui ont les pieds excessivement plats, qui ont de la difficulté à la marche, bien, c'est bon de les voir avant parce qu'eux, ils ont beaucoup de problèmes à l'apprentissage de la marche. Puis si, mettons, on parle justement de l'alignement. Des fois, tu sais, on le voit qu'il y a un enfant, mettons, qu'il ne marche pas encore, mais ses jambes sont très arquées. Tu sais, on voit que se rendre à la marche, ça va être difficile. Est-ce que ça, c'est une option? Oui, mais tu sais, souvent, les enfants qui ont de la difficulté à la marche, là, tu remarqueras qu'ils ont les pieds quasiment ouverts à 180 degrés. Hein? Ils sont là, puis là, ils branlent, là, tu sais, puis ils ne voient pas comment ils peuvent faire pour avancer, là, tu sais, c'est comme impensable, parce qu'ils n'ont pas développé, justement, la force musculaire nécessaire pour raligner les pieds puis partir de l'avant. Fait que là, ils vont ouvrir leurs jambes très grandes pour aller se stabiliser, avoir de l'équilibre debout. Mais, tu sais, on s'entend, marcher les pieds à 180 degrés, c'est pas très, très efficace. Fait que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de difficultés. Fait que souvent, quand on vient chez ces enfants-là mettre des orthèses, bien, on vient soutenir le pied et tout d'un coup, en l'espace de quelques secondes, ils ont les pieds droits, puis ils vont avancer. Souvent, j'ai des enfants qui commencent à marcher dans mon bureau parce qu'ils n'étaient pas capables. Puis là, tu leur donnes le moyen d'être droit, puis ils partent, tu sais.
Fait que, mais tu sais, c'est pas fréquent, là. Tu sais, on s'entend pas peur, là. Non, faut pas. Je veux dire, on parle ici des cas, là, qui sont plus exceptionnels, mais en bas du 3 ans, ouais. OK. Bien, c'est super. Non, mais c'est toujours bien de savoir parce que la pédiatrie, comme tu l'as dit, le premier programme en fait, je pense que c'est encore le seul, dans la francophonie en Amérique du Nord, c'était à l'UQTR, donc Oui, à pas juste la Trois-Rivières. francophonie, en anglophone aussi. C'est vrai? Oui, il n'y a pas d'école de pédiatrie au Canada, à part ici à Trois-Rivières. Sinon, c'est Aux États-Unis. aux États-Unis. Oui. OK, mais c'est ça, c'est fou, là. Fait oui, que, tu sais, c'est c'est bon. un sujet, c'est les pédiatres qu'on a, ben on n'en a pas nécessairement à la tonne. Puis c'est pas nécessairement un sujet que tout le monde va connaître, là. C'est pas un programme que tu vois affiché dans toutes les universités quand tu appliques, là. Fait que Non, c'est assez exceptionnel. Et on Exact. est juste 300 au Québec. On n'est pas beaucoup. Non. Fait que c'est une petite denrée rare aussi. Fait que ici, en Mauricie, on a le privilège d'être quand même bien desservi à cause de l'UQTR qui offre le programme. Oui, et exact. tout ça. Mais c'est vraiment une petite denrée rare pour pouvoir rentrer dans les hôpitaux, pour pouvoir offrir des soins hospitaliers. Il faudrait qu'on soit plus de 1500. Fait que c'est pas demain matin qu'on va rentrer à cet endroit-là. Mais enfin, on désespère pas. Un jour, on va y arriver. Mais non, puis c'est vraiment un service qui est important, comme je l'ai mentionné tantôt, pour justement tout ce qui est au niveau de la démarche de l'enfant. C'est un professionnel à aller consulter, là, assurément. Puis au niveau des moyens, on en a parlé un petit peu, on parlait de l'orthèse, on parlait de la modification de chaussures. Donc, j'aimerais ça en fait que tu nous expliques un peu c'est quoi l'orthèse plantaire, à quoi qu'elle sert, dans quel cas justement vont être recommandées les orthèses plantaires, à partir de quel âge. Bref, tu vois un peu le topo là, pour les gens à la maison. Bien, tu sais, dans le fond, ça va toujours selon la gravité de ce qu'on va voir à l'examen. C'est sûr qu'un enfant qui a la cheville qui touche quasiment à terre quand il est debout, bien, cet enfant-là, on va peut-être être un petit peu plus agressif s'il y a des douleurs ou il n'est pas très fonctionnel au niveau mécanique, de le mettre sur orthèse en partant. Un enfant qui a déjà un petit peu d'arche, mais il est comme juste un petit peu moins moteur, moins d'équilibre ou, tu sais, qui est moins endurant, si tu veux, là, on peut faire une modification de chaussure à ce moment-là. Fait que ça dépend vraiment du cas par cas, mais je te dirais, on n'est pas... Tu sais, un enfant qui se développe quand même normalement, qui n'a pas de douleur, qui n'a pas rien, bien, des fois, on va attendre, tu sais, on va le regarder évoluer. Ils peuvent venir nous consulter, on pose un diagnostic, on dit on va surveiller l'enfant, mettez, mettons, des bottines, on va faire mettre des petits supports d'arche à l'intérieur pour aider. Si c'est pas suffisant, là, on peut passer à l'orthèse. On va y aller de façon progressive en fonction de l'état de l'enfant. C'est ça, donc c'est pas la première chose à laquelle on va nécessairement penser en bas âge comme ça. C'est ça, mais souvent, les gens qui nous consultent, il faut que tu te dises que moi, les gens qui viennent dans mon bureau, souvent, l'enfant, il a déjà de la douleur ou il y a vraiment une pathologie. Le père était comme ça dans la famille, puis lui, il a vu que, à l'âge adulte, ça lui a donné de la douleur, puis, tu sais, souvent, il y a une espèce de référencement de parents ou de grands-parents qui voient des enfants. Des enfants peuvent avoir des oignons à 3 ans, tu sais. Fait que, j'ignorais ça. Oui. Fait que, tu sais, des fois, on dit, ben oui, il y a des enfants qui ont des oignons juvéniles à 3 ans, des hyperlaxes et tout ça, tu sais. Fait qu'il faut aussi y penser, si on ne veut pas que ça progresse à vitesse grand V puis qu'on se retrouve avec une chirurgie à 18 ans, bien, des fois, on peut, l'orthèse, dans le fond, en mettre le pied dans la bonne position, fait mieux travailler les forces et à ce moment-là, bien, souvent, on réussit à contrôler un peu plus l'évolution de l'oignon en lui-même, tu sais. Fait que c'est un peu vers ça qu'on veut aller. Tu sais, un enfant, par exemple, qui a des douleurs de croissance beaucoup, mais une douleur de croissance, c'est pas une douleur biomécanique. Comment on reconnaît une versus l'autre? Tu sais, c'est important aussi. Tu sais, l'enfant qui va à une fête d'amis, puis qui court, puis il saute, il fait du trampoline toute la journée, puis arrive le soir, il a mal aux jambes sans bon sens. Il y a des chances que ce soit un problème biomécanique qui nécessite une évaluation chez un professionnel de la santé, dont le podiatre. Par contre, un enfant qui, sans activité particulière, se retrouve à avoir 2-3 jours de temps, des douleurs nocturnes, il se réveille en pleurs, ça peut être de la croissance. Parce que ça fait mal quand ça pousse. Les os poussent, les muscles poussent après. Ça fait de l'inflammation. Fait que oui, ça peut être douloureux et c'est vrai qu'ils ont mal, tu sais. Fait que c'est un petit peu la façon de faire. L'enfant, il a fait quoi pour avoir ces douleurs? Tu sais, il fait toute sa vie quotidienne puis il a mal. Là, ça sonne une alerte de croissance. Mais il a été très actif, bien, il y a des chances que ce soit de la biomécanique. C'est là qu'on dit, tu sais, un enfant qui a de la douleur en faisant une activité n'est pas normal parce qu'en soi, un enfant devrait être plus tough que nous. Oui,
Hein? On Il s'entend. n'a pas encore accumulé de la vieillesse sur ses genoux. Là. Non, exactement. Il n'a pas encore acquis les mauvaises postures non plus, techniquement. Oui, Là, ça, c'est les jeux vidéo qui font ça, mais c'est un autre sujet. Absolument. Ben, écoutons, c'est super. Puis, donc, c'est envisageable, mais il faut penser, tu sais, il y a un processus avant d'en arriver là. Donc, c'est pas nécessairement la solution miracle pour chaque personne. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir l'orthèse pour arriver à une correction ou bien pour freiner l'évolution d'une pathologie qui se développe. Effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, quand nous, on met des orthèses, c'est sûr, ça dépend encore une fois de la gravité, mais notre objectif en arrière est toujours d'essayer d'être capable de les retirer. Tu sais, qu'ils ne passent pas sa vie avec. Ouais. Donc, quand on commence à en mettre, c'est pour essayer d'aider le corps à se développer. Tu sais, dans le fond, une orthèse, c'est comme un tuteur, tu vas mettre à un arbre pour le faire pousser droit. C'est un peu le même principe, tu comprends? Ouais. Fait qu'on vient mettre le pied dans la position optimale pour que, tu sais, les os, les muscles et tout ça se renforcent dans une position optimale. Et pour ce faire, on va utiliser des orthèses qui sont comme plus flexibles. Tu sais, on ne prendra pas des orthèses, j'appelle ça des 2x4 ambulants, là. Fait que le but, c'est pas d'atrophier la musculature. Le but, c'est de guider le pied puis qu'il reste en mouvement pour qu'il puisse créer sa musculature dans le but éventuel de pouvoir les retirer. Fait que c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est dans notre clinique pour pouvoir amener l'enfant à pouvoir avoir le pied qui se redresse naturellement en le renforçant, juste en le guidant, dans le fond. Ah, c'est génial. Puis je savais pas, justement. Moi, dans ma tête, une orthèse, c'était un 2x4 un peu, tu vois. Bien, écoute, il y a été une époque, je dois t'avouer, au début de ma pratique, c'était vraiment du 2x4 ambulant. Là. OK. C'est vraiment ça. Mais là, plus on évolue, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé d'être aussi rigide, que garder du mouvement, c'est bien. Est-ce qu'on est obligé de mettre le pied absolument droit, 90, à n'en plus finir? Pas nécessairement. Tu sais, juste amener le pied dans une position qui est fonctionnelle, que tout travaille bien, fait quand même bien du sens et tout ça. C'est plus évolutif un peu, dans le fond. C'est plus, ça s'adapte plus à la personne qui le porte que... la personne peut s'adapter, mais l'orthèse aussi s'adapte à la personne versus le 2x4 parce que c'est la personne qui doit faire 100% du travail pour s'adapter à l'orthèse. Exactement. Okay. Exactement. C'est bon, c'est un petit peu comme ça. Puis une autre chose qu'on va faire, nous, à la clinique, entre autres, on fait de l'imagerie posturale. Donc, dans le fond, c'est un enfant qu'on va prendre en photo on met des fils de couleur, ils ont l'air de Spider-Man, si tu veux. Et ces photos-là nous permettent de voir l'enfant, tu sais, y a-tu les genoux, tu sais, l'état de ses genoux, comment ils sont, la posture, y a-tu une fausse jambe courte, y a-tu les genoux par en dedans, les pieds par en dedans, qu'est-ce qui se passe avec lui? Et le but, c'est quand on met les orthèses et tout ça, de travailler l'orthèse de façon à le redresser pour qu'il soit dans une position optimale, tu sais. Fait que c'est un peu, si c'est pas suffisant, on va rajouter des exercices de renforcement ou des choses comme ça, dans le but de justement le guider à devenir le plus droit possible pour avoir une posture optimale pour faire ses activités tous les jours. C'est un petit peu ce qu'on va faire, tu sais, puis après ça, on va faire ces photos-là avec les orthèses, on va faire, tu sais, si on retire les orthèses, un an plus tard, on va refaire les photos, voir, ça s'est-tu maintenu, c'est-tu encore correct, tout va bien, puis quand c'est oui, bien, on poursuit, puis on continue le travail comme ça. Donc, les orthèses, c'est un suivi annuel, que je comprends, à peu près? Chez les enfants, on va les faire aux 6 mois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une autre chose peut-être qui va être intéressante, que tu vas trouver, Camille, le pied d'un enfant grandit d'1 cm par année environ. C'est quand même. Hein? Oui. 1 cm, ça représente une pointure, habituellement, de chaussure. OK. Fait qu'aux 6 mois, tu vas venir, c'est 5 mm de croissance. 5 mm de croissance, mon orthèse, elle ne fait plus aussi bien qu'elle faisait. Fait que c'est pour ça qu'on prend des matériaux qui sont transformables par la chaleur. Fait que quand la personne vient aux 6 mois, bien, je suis capable de monter les arches et suivre la croissance de l'enfant sans changer l'orthèse à tous les 6 mois, tu sais. Fait que c'est un peu ce qu'on va faire, tu sais, on essaie de rendre ça adaptatif. Et pour la chaussure, bien, aux parents, on veut toujours économiser parce que ces chaussures, c'est cher. Prenez pas 2 pointures d'avance. Ça ne donne rien. Retenez qu'habituellement, 1 cm fait 1 an. 1 cm, c'est votre pouce, à peu près. Fait que ça ne sert à rien de faire 2 pouces de long au bout de la chaussure. L'enfant va juste s'enfarger, puis c'est pas efficace, tu sais. Non, ça, c'est ça. Fait qu'on retient notre pouce, qui est à peu près de centimètre. Fait que quand on touche aux gros orteils, bien, on s'assure qu'il n'y a pas les orteils pliés, là. Mais on met notre pouce au bout, puis ça nous aide un peu à faire le suivi de la chaussure et de la croissance.
Puis de toute façon, à cet âge-là, les enfants vers 3-4 ans, là, ça bouge pas mal dehors, ça court dans le sable, ça se roule dans le gazon. Donc, les souliers, même si tu prends 2 points, ça se peut que la semelle se finisse plus rapidement que la chaussure grandisse finalement, là, que le pied grandisse plutôt. Oui, mais c'est assez surprenant de voir comment ils peuvent démoder une chaussure. Oui, non, c'est... Oui. Puis, tu sais, la chaussure, dans le fond, je te dirais, c'est pas nécessairement une question de coût non plus. C'est pas les chaussures qui coûtent les plus chères qui sont toujours les meilleures. Moi, je favorise toujours, là, mettons, 3 ans et plus, l'espadrille. J'aime bien une bonne espadrille. Comment on sait qu'une espadrille va être bonne, mettons? Il faut que le talon en arrière soit assez rigide quand même pour tenir la cheville droite et que ça plie en avant, mais au niveau des orteils, que ça plie pas comme un sandwich en deux. OK. T'sais? Fait qu'il faut qu'on s'assure que ça plie aux orteils. Et quand on prend la chaussure et on fait une torsion un peu comme un linge à vaisselle, on veut s'assurer que ça tord, mais pas trop non plus. Si c'est capable de faire vraiment comme si ça tord, tu plié en deux, puis tu la squeezes en deux de ce volet-là, bien, à ce moment-là, bien, ça se peut que ta chaussure soit trop molle et mal adaptée. Fait que si on regarde ces 3 critères-là, qu'importe la chaussure, hein, ça peut être même une Walmart qui a déjà tous ces critères-là, va faire le travail très bien aussi. Fait que c'est juste qu'elle va peut-être s'user un petit peu plus vite parce que la gomme en dessous de la chaussure n'est pas bonne, là, mais je veux dire, en soi, c'est pas nécessairement ce que je veux que les gens retiennent, c'est pas la chaussure à 200$ qui est nécessairement la meilleure. Bien, c'est un bon conseil, ça. Puis je pense que les gens à la maison, je pense qu'ils vont apprécier de l'avoir reçu, j'en suis certaine. Puis même moi, avec mon garçon, je vais me fier à ces... Mais au même titre qu'on parle de prix, que c'est pas... Mettez pas les chaussures des autres, s'il vous plaît. Non, OK. Fait que les usagers en chaussures, c'est pas la chose à faire. Moi, je vous conseille vraiment pas parce que c'est rare qu'un enfant va avoir une biomécanique parfaite parce que le talon va être droit et perpendiculaire à l'âge de 7 ans. Okay. Donc, tout avant ça, il déforme les chaussures vers l'intérieur. Fait que, tu sais, si vous allez mettre les chaussures d'un autre, puis s'il verse plus qu'un autre, bien là, vous allez ralentir le développement normal de l'enfant. Fait que j'aime mieux vous payer la chaussure un peu moins chère, puis il y en a des neuves à ce moment-là. OK, bien, c'est vraiment, c'est une belle approche sur laquelle je pense que je vais même faire la petite fiche sur l'épisode en lien avec cette information-là, parce que c'est vraiment un point qui est même en milieu de garde. Les parents, des fois, sont comme, j'ai acheté la sandale un peu, les sandales fermées, mettons, de la marque Wow, puis c'est les mêmes que ma sœur avait, puis, mais il arrive avec cette chaussure-là que finalement, c'était pas nécessaire d'investir autant. Non, c'est surtout une sandale d'été. Je trouve que c'est péché de payer 125$ la sandale d'été, là. Quand ton enfant a 3 ans, surtout, puis que tu sais que moins pourrait faire sensiblement le même travail sur le pied de l'enfant. Oui. Moi, je vais te dire, rendu là, bon, je suis peut-être trop économe dans la vie, là, je sais pas. Mais c'est pas un défaut, là. Non, c'est ça. Tu sais, une belle sandale de Walmart, pas de Walmart, mais de Yellow, par exemple. J'en ai vu des très belles dans les années passées chez Yellow, avec fermé à l'arrière, le petit bout qui tient bien le pied. Tu sais, pour 3 mois, là, tu sais, on s'entend que... Non, je peux pas être plus d'accord. Surtout si on va aussi dans l'optique qu'on ne mise pas l'usager, bien, à ce moment-là, pour 3 mois, c'est une chaussure perdue dans l'univers un peu, là. Oui, puis c'est s'assurer qu'elle fait bien à l'enfant, qu'on la prend pas trop grande, ça, tu t'en souviens? Oui. Et à ce moment-là, bien, tu sais, ça va aider beaucoup, là. Tu sais, j'aime mieux des fois qu'on achète deux pointures plus rapprochées, moins chères, qu'une très grande, chère, tu sais. Non, je comprends. Mais non, mais c'est une belle optique. Puis c'est justement le genre de conseil, je pense, qu'on voulait aller chercher aujourd'hui. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause publicitaire. Puis on va revenir après. On va continuer la discussion là, sur la podopédiatrie avec toi, Nathalie. Donc, on revient dans quelques instants. Hein. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis toujours avec mon invitée, Dr Nathalie Barbeau, pédiatre, et on va en fait là, compléter la portion plus de la biomécanique là, du pied qu'on avait débuté là, avant la pause. Oui. Donc, tu peux enchaîner là, avec tes idées.
Bien, dans le fond, ce qui nous resterait peut-être, Camille, à jaser, c'est des positions que l'enfant va prendre pour jouer, par exemple. Des fois, on va voir qu'ils se mettent en W. Ils vont faire le dos rond quand ils jouent. Ils vont faire la pose comme une sirène, là, tu sais, sur le côté, puis tout ça, les jambes éventrées. Ou encore se coucher sur le ventre au niveau, dans la bassinette pour faire la nuit, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut favoriser plus, je ne sais pas si on a le droit de dire de même maintenant encore, mais la position assise en indien, par exemple, ou les jambes droites en avant d'eux, ou encore, tu sais, faire attention à la posture du dos, donc la hauteur de la table pour jouer ou des choses comme ça pour éviter justement de déformer leur petit dos qui est en formation et tout ça. Puis un petit truc pour coucher sur le ventre, des fois, on est un peu découragé parce que l'enfant se couche toujours de même. On peut faire une petite poche après le pyjama puis mettre une balle de tennis en avant de la bédaine. Fait que l'enfant ne sera pas capable de se mettre sur le ventre. Fait que c'est une façon d'éviter, parce que pourquoi qu'on veut éviter à tout prix ces positions-là, surtout le W, le ventre et tout ça, c'est que ça crée beaucoup de rotation fémorale interne. Donc, ça va faire des petites jambes qui tournent vers l'intérieur, puis les enfants vont marcher les pieds par en dedans. Fait que c'est un petit peu ce qu'on essaie d'éviter avec ces positions-là, dans le fond. Fait que je dirais que ça, c'est peut-être une des choses à faire attention. L'autre affaire que j'ai pas jasée, c'est il y a beaucoup d'exerciceurs pour bébés qui existent. Vous savez, les secoupes qu'on assoit l'enfant dessus pour qu'il puisse faire aller ses petites pattes en dessous puis jouer. Ça, c'est vraiment, vraiment à proscrire parce que, dans le fond, ça amène l'enfant à être beaucoup sur la pointe des pieds. Et là, à ce moment-là, ça crée un déséquilibre musculaire assez important. Donc, c'est sûr, si c'est 5 minutes, parce que, bon, il faut que tu prennes un appel qui est bien important. On peut dealer avec ça, là. Oui. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment à proscrire ce genre de choses-là. Ou encore, dans le temps, il y avait les Jolly Jumpers qu'on appelle, qui étaient attachés au mur puis que l'enfant sautait, là. Oui. Ça aussi, ça favorise la pointe de pied, puis c'est vraiment, vraiment pas l'idéal, là, à ce moment-là. Puis, le dernier petit point, c'est les couches lavables. Ça a de la foi dire, mais plus elle est épaisse, plus les enfants vont être en rotation externe des hanches. Donc, ça peut nuire un petit peu au développement moteur à ce moment-là. Donc, les prendre pas trop épaisses si on a allé vers ce genre de couches-là. Ah, bien, c'est des bons petits trucs que tu viens de nous nommer. Donc, il y a l'exerciceur à prescrire. C'est sûr que si c'est un petit temps, on ne verra pas fou avec ça. Puis, les couches lavables, de bien faire attention de les choisir, de pas qu'elles ne soient pas trop épaisses. Exactement. Super, ça. Puis, si en fond, là, on s'en va plus, on a fait la biomécanique un peu plus, là, si on va plus du côté dermatologique, là, qu'est-ce qui se passe au niveau là, de la podiatrie? Bien, je dirais les 5 ans et moins, ce qu'on voit beaucoup en bureau, ongles incarnés, verrues plantaires, les enfants qui pèlent, hein, on appelle ça l'hyperhidrose. Là, ils transpirent beaucoup, fait que la peau appelle, là, surtout l'hiver avec les bottes mouillées puis tout ce qui arrive, on voit ça beaucoup. Donc, je te dirais, c'est pas mal là-dedans qu'on va patauger. Fait que les ongles incarnés chez les enfants, on n'est souvent pas obligé d'aller enlever l'ongle ou de faire des procédures chirurgicales épouvantables. Des fois, on n'a pas le choix, malheureusement, mais souvent, on est capable d'aller dégager la pointe d'ongle qui rentre dans la peau avec... puis après, on va faire des espèces de taping pour étirer la peau de façon à ce que l'ongle se dégage toute seule puis pousse correctement. Tu sais, on est capable d'intervenir sans nécessairement toujours penser à grosse chirurgie, grosse douleur, grosse tout. Oh oui. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Par la suite, pour les verrues plantaires, bien, à la clinique, on ne traite pas avec l'azote liquide. On va traiter plus avec soit de la Cantharone, qui est un produit qui va faire une petite ampoule. Donc, c'est sans douleur au bureau. Par la suite, on va traiter aussi, si le parent veut entreprendre le traitement à la maison, on peut prescrire des médicaments qu'il va utiliser à tous les jours pendant 6 semaines. On voit le patient après, on va débrider les verrues, puis on regarde l'évolution du traitement qu'on va faire. Fait que des fois, les gens aiment ça parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles à venir au bureau aux 2 semaines. Il y a plein de modalités. Écoute, ça va du micro-ondes, ça va... après ça, on peut aller avec des injections, avec du micro-needling. Écoute, c'est infini, là. Mais pour l'enfant, souvent, un Cantharone ou un traitement à la maison avec des produits qu'on va prescrire est efficace et suffisant. Mais il faut dire qu'une verrue, on s'attelle pour longtemps. Oui. Puis aussi, dans le fond, là, vous... De ce que je comprends, c'est que vous pouvez prescrire là, des médicaments. Ah, oui, on peut prescrire beaucoup de choses. Dans le fond, on a quand même une grande panoplie là, de médicaments. Ça va des anti-inflammatoires, des antibiotiques, à tout ce qu'on peut, les crèmes, cortisone, antibiotiques, etc., là, qu'on peut prescrire sans problème. Ah, mais c'est super, ça.
Puis, au niveau des technologies que vous utilisez, on en a parlé quand même un peu brièvement, mais si tu veux plus nous pister un peu sur ce que vous utilisez, vous, à la clinique. Dans le fond, on est très, très outillés. Si on parle biomécanique pour la fabrication d'orthèses, on est vraiment à fine pointe de la technologie. On fait des empreintes 3D, orthèses 3D. Un orthèse pour enfant, on va toujours rajouter un 2 cm au bout pour essayer de faire plus que 2 ans avec l'orthèse, pas qu'on les change à toutes les années. On va faire l'imagerie posturale que je te parlais tantôt, les photos, voir le avant, le après, qu'est-ce qui se passe, etc., pour suivre l'évolution de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on va faire avec les orthèses pour pouvoir bien suivre l'enfant. S'il y a une blessure, par exemple, un enfant qui saute, qui se fait mal au pied, on a la radiographie numérique au bureau. On va être capable de faire des radios, on a les bas de Samson, on a plein de choses, c'est pour pouvoir prendre en charge immédiatement l'enfant. On a l'échographie musculo-squelettique. L'échographie, elle, on va l'utiliser pour aller voir, y a-t-il une fracture de stress, y a-t-il une tendinite, y a-t-il une blessure quelconque. À ce niveau-là, on va aussi pouvoir émettre un diagnostic et traiter en conséquence. On a le micro-ondes pour traiter les verrues, mais on ne le fera pas beaucoup chez les enfants parce que c'est un peu douloureux, donc on essaie de ne pas utiliser cette technologie-là. Ouais. On a le laser, on a le shockwave, mais le laser à retenir, un laser ne peut pas être fait chez un enfant qui a des plaques de croissance actives, donc à la petite enfance, oubliez ça, on ne fera jamais de laser. Par contre, on peut faire des tapings. Un petit taping neuroproprioceptif pour aider une condition, un petit enfant qui se fait une entorse, quelque chose. Ouais. On peut aller avec ça. On a aussi des protecteurs, des séparateurs d'orteils. On a toutes sortes de choses, dans le fond, qui vont venir nous aider un peu à essayer de moduler le pied pour qu'il devienne droit ou qu'il se repositionne ou des choses comme ça. Ça fait partie un peu là, de ce qu'on fait au niveau de la technologie et tout ça, de ce qu'on a au bureau. Bien, ça fait un beau tableau, moi, je trouve, là, te donner. En fait, c'est plusieurs options, plusieurs technologies selon plusieurs pathologies, affections. Aussi, là, on en avait parlé un petit peu plus tôt, la transpiration des pieds. Est-ce que tu as des trucs pour aider justement à réduire cette transpiration-là des pieds chez les enfants? Bien, effectivement, là, ça paraît pas, mais les enfants transpirent énormément des pieds. Puis qu'est-ce qui va arriver souvent quand ils transpirent beaucoup? Ils vont avoir la peau qui pèle. Tu sais, on va voir ça. Mais ils ne feront pas vraiment du pied d'athlète à ces âges-là. C'est vraiment plus comme, on appelle ça une zérose, donc la peau bien sec, puis elle se met à peler et tout ça, là. Fait qu'il y a des produits, moi, j'aime pas les produits antitranspirants là, de la pharmacie, Canestin de ce monde ou des choses comme ça. Okay. Je préfère, il y a une belle marque qui s'appelle Aquilin. Et ils adressent vraiment l'enfant. Ils ont une belle petite crème de pied anti-sudorifique, si tu veux, qui existe à ce niveau-là, qui est très efficace et sans danger pour l'enfant. On va le retrouver vraiment à vendre sur le web. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis, fait que retient quand que les enfants, la peau pèle, c'est que c'est trop humide. On tient ça. Fait que les bas de bambou, par exemple, peuvent être intéressants. Super. Des bas de laine de mérino, des choses comme ça peut aider cette condition-là aussi. Donc, des bas qui sont respirants. Exactement. Puis, si on voit, mettons, les bottes qui sont mouillées l'hiver, les faire sécher, bien évidemment, avant de les reporter. Puis, si on finissait un peu avec les services que vous offrez, vous, à la clinique de pédiatrie de Trois-Rivières. Bien, c'est sûr que là, on a parlé beaucoup de l'enfant, mais la clinique est assez diversifiée. Ça va du 0 ans à 99. Ouais. Non, mais je devrais dire, la plus vieille à la clinique a 106 ans. 106 ans? 106 ans. Mais... C'est une sœur que je salue. Donc, tu vois, on a des gens quand même assez âgés qui viennent nous voir aussi. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui traite le pied qu'on va faire. Donc, oui, on a parlé beaucoup de biomécanique chez l'enfant, mais la biomécanique chez l'adulte aussi. Hein? Douleur de pied, de genoux, de hanche, de dos, souvent par des pieds défectueux. Donc, c'est jamais mauvais de penser à faire vérifier ses pieds. Après ça, on fait de la dermato, évidemment. Chez l'adulte, on va parler de la mycose longue, des verrues plantaires, corps étranger, des callosités, de la corne, etc. Le pied diabétique. Oui, le pied diabétique, les plaies, bonne déduction. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire excessivement attention. Donc, j'ai 2 infirmières au bureau en soins de pied qui vont traiter plus la corne, les ongles et tout ça. Tandis que les pédiatres, on va aller plus sur la plaie diabétique ou des problématiques un petit peu plus importantes. Diagnostic de la mycose, par exemple, les cultures, les prescriptions de médicaments et compagnie. Ça, c'est ce qu'on va faire. On traite les virus, ça, j'en ai dit. Les ongles incarnés, on fait les chirurgies. Donc incarnés de façon permanente pour pas que la matrice repousse. Donc, on en règle le problème définitivement. Ça, c'est quand même intéressant aussi.
Par la suite, tu te blesses, hein, tu te fais une entorse, une fracture, n'importe quoi, bien, au bureau, on est outillé pour pouvoir la diagnostiquer. Donc, si ça ne te tente pas de passer 18 heures à l'urgence, ça peut être une bonne idée de venir nous faire un coucou à la Avez-vous des clinique. plages d'urgence, justement, pour ce Bien, genre de... comme on a des nouveaux podiatres qui sont arrivés, effectivement, là, ça va assez vite là, pour avoir un rendez-vous. On est rendu 6 podiatres à la clinique quand même. Oui, une belle pratique et tout ça. Et croyez-le ou non, on est rendu à 60 000 patients. Donc, 60 000 patients! Oui, c'est quand même une clinique qui a 28 ans maintenant. Fait que, avec Philippe qui l'a ouvert à l'époque. Donc oui, on est rendu une belle grosse clinique. C'est bien, bien le fun. Beau personnel, bien dynamique, un laboratoire d'orthèse, stérilisation. On a plein de services. Donc, tu sais, quand tu as quelque chose au pied, bien, c'est toujours intéressant de venir nous voir. Ça peut être une tendinite, bursite, des kystes synoviales. Enfin, on peut faire plein de trucs, là, manipulation manuelle, de replacer des os, des choses comme ça. Toutes des choses qu'on peut faire, qu'on est habilité à faire à la clinique, etc. Donner des infiltrations cortisone sous échographie, etc. Là, c'est des choses qu'on a le droit de faire et qu'on fait très bien à la clinique. Wow! Bien, c'est vraiment comme... C'est un service, en fait, qui est vraiment complet en pratique de podiatrie, là. Vous faites... vous touchez à tout. Oui, puis tu sais, je veux dire, la personne qui vient, puis le problème n'est pas podiatrique, on n'a pas peur, là, de référer en physio, en chiro, en ergo, en ostéo, qu'importe, tu sais. Notre but, c'est toujours le patient qui est à l'avant. Fait que moi, je veux que le patient ait des bons soins puis que sa condition se guérisse. Exact. S'il faut être multidisciplinaire, on va le faire, là. Tu sais, il n'a pas de problème avec ça. Mais il faut régler souvent. Les gens vont dire, moi, je vais chez chiro, puis je suis obligée d'y aller au mois parce que ça se déplace tout le temps. Mais il y a des risques que ça parte de la base, tu sais. Puis, des fois, tu sais, c'est un petit coucou, là, tu sais. Je me dis, c'est comme toute chose. On se fait évaluer. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Si tu as besoin, bien, ça nous fera plaisir de t'aider, tu sais. C'est génial. Oui. Bien, merci, Nathalie. Vraiment plaisir. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une salutation à faire, là, en particulier? Bien sûr, je vais saluer Camille Desrochers, que je connais très bien, que j'apprécie, dans un premier temps. Mais deuxièmement, bien, je veux saluer toute notre fidèle clientèle qui sont au rendez-vous, qui sont d'une gentillesse extraordinaire. J'ai des employés extraordinaires à la clinique. On a une belle clinique de 20 employés. On encourage beaucoup l'emploi ici en Mauricie pour une clinique médicale, c'est quand même le fun. Puis mes collègues, évidemment, podiatres et tout ça. Oui. Donc, je suis bien entourée. On est bien contents. Fait que je salue tout ce beau monde-là. Bien, j'espère que ton salut sera entendu. Donc, félicitations encore là, à toi là, pour ta belle pratique, là aussi la belle évolution de la clinique là, en Mauricie. Donc, bien, merci à toi. Puis, tout comme mes autres invités, Nathalie a reçu un paquet cadeau de la part de la savonnerie artisanale Jadis, entreprise d'ici qui offre des produits naturels, écologiques et faits à la main comme dans le temps. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à leurs produits. Nathalie, tu peux me confirmer que ça sent bon? C'est épouvantablement bon. Ça me donne le goût de prendre son bain, même si j'en prends jamais. Bon, tu vois. ça, c'est convaincant. Donc, merci à toi. C'était vraiment enrichissant. Puis, je suis certaine qu'il y a des intervenants, puis autant que les parents là, vont avoir appris énormément avec l'épisode et que ça va allumer des petites cloches chez eux. Donc, je remercie également là, le studio du C'est Fou 89.1 FM de me permettre de réaliser ce projet. Et le dernier remerciement va, bien sûr, aux auditeurs. Et il y a une petite parenthèse, là, j'adore quand vous m'écrivez ou que vous laissez des reviews ou que vous notez tout simplement l'émission sur les différentes plateformes. Continuez de le faire et de partager à votre entourage parce qu'ensemble, on aide à faire grandir la petite enfance. Donc, je poursuis avec ma petite formule habituelle. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode. Tous dit positifs comme négatifs, tout dans la manière de le dire. Vous pouvez aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Et le lien va être dans la description, tout comme les liens de la clinique de Nathalie. Donc, merci mille fois et on se dit à la semaine prochaine. À l'écoute de la petite enfance.